Bien, chers collègues, très heureux d'être ici. Je suis juriste et je suis spécialiste de droit international privé, de droit européen et bien sûr maintenant de droit du numérique. Et c'est donc d'un point de vue essentiellement juridique que je vais vous exposer cette question en vous proposant une théorie pour résoudre les problèmes contemporains, en toute modestie, puisque la question ne commence qu'à peine à être posée. Donc le concept de données. La première chose, pourquoi rechercher une définition? Eh bien, cela peut vous paraître étrange, mais le cœur même du droit du numérique, enfin, disons, l'un des points centraux, c'est la protection des données, la réglementation des données, sauf que des définitions des données, il n'y en a pas, ou il n'y a pas de définition générique, profonde, qui expose réellement la notion, et qui soit satisfaisante. Et cette absence de définition fait qu'il y a des lacunes, puisque nous parlons d'un dispositif extrêmement lourd, extrêmement protecteur, qui va s'appliquer ou ne pas s'appliquer selon qu'on parle de données ou qu'on ne parle pas de données. Autrement dit, il y a un régime très important, très fourni, des responsabilités qui vont avec, des sanctions, des assurances, bref, des enjeux financiers. C'est pas que l'aspect financier soit forcément au cœur de tout, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne parle pas de quelque chose de purement théorique. Alors, quels sont-ils? Quels sont ces problèmes découlant de cette absence de définition? Bon, d'abord, nous avons des définitions, enfin, quelles sont les lacunes d'abord? Premier point. D'abord, nous avons des définitions nominales, c'est-à-dire, par exemple, dans le RGPD, le règlement européen sur la protection des données personnelles, on nous dit qu'une donnée personnelle, c'est une donnée qui porte sur une personne. Bon, ça, c'est une définition nominale qui n'apporte rien. Alors, c'est le juge qui, au cas par cas, ultérieurement, dira ce qu'est une donnée et ce qui n'en est pas. Mais à l'avance, par la définition, vous n'apprenez rien. Donc, vous ne pouvez rien anticiper. On a aussi des définitions partielles. Nous verrons dans des droits étrangers, par exemple aux États-Unis, ou en Chine, par exemple, ou en Corée. Vous avez des définitions sur des aspects de la donnée, des particularités des données, mais pas la donnée en général. Nous avons aussi des définitions variables. D'un pays à l'autre, la définition change. Ou des définitions disciplinaires, c'est-à-dire une définition informatique, une définition physique, une définition, par exemple, en sociologie, en éthologie, une définition en droit, mais pas de concept général sur lequel chacun s'entende. Quelle est la conséquence? Enfin, quelles sont les conséquences? De cette absence de définition découle une insécurité ou une incertitude sur l'application de tous ces régimes de protection qui commandent quoi? La protection de la vie privée, le régime des libertés, la dignité de la personne, puisque si on pénètre dans l'intimité de quelqu'un par la voie informatique pour savoir des choses qui relèvent de sa stricte intimité, on lui porte tort. Et de sa santé aussi. Et en découle aussi une menace pour les États, puisque ce que l'un appelle des données n'est pas ce que l'autre appelle des données, et on sait que la donnée, précisément, même si on ne sait pas encore la définir, c'est un avantage tactique, un avantage technologique, qui peut même être un avantage stratégique. Par exemple, au plan militaire, si vous avez les données de localisation ou les données précises sur l'état des forces adverses, vous avez un avantage sur lui. Voilà. Donc, nous allons rechercher une définition dans ce but-là, déterminer quels sont les critères d'application des régimes de protection, des données personnelles, des données réelles. Alors, je précise tout de suite, parce que cet adjectif, je vais l'employer plusieurs fois. Par réel, j'entends, au sens juridique du terme, relatif à la chose. De res rei, la chose en latin. Donc en droit, on dit réel, c'est-à-dire qui porte sur une chose. Ça n'a pas de rapport avec irréel. Ça s'oppose à personnel. Les données concurrentielles, puisque nous verrons que les données, ce sont aussi des avantages concurrentiels en droit de la concurrence, ou ce que j'ai appelé moi des données machines, que vous pourriez appeler des données systèmes, c'est-à-dire des données qui découlent de l'interaction d'appareils qui sont inertes. Inertes au sens où ce ne sont pas des personnes. Donc c'est les interactions de plusieurs systèmes. Et nous en déduirons une aide à la définition du champ des responsabilités qui découle du recours aux données. Alors, voyons l'état de la situation, et après, je vous proposerai une définition, ou plus exactement un début de définition, parce que je doute qu'on puisse épuiser la question, qu'une seule personne puisse le faire, et encore moins en 15 minutes. La première chose, nous avons plusieurs définitions légales, et nous avons plusieurs définitions doctrinales. Doctrinale, ça veut dire académique. Alors, dans les définitions, l'éclatement des définitions se vérifie aussi bien sûr dans le sens commun, on va commencer par là, que dans les sciences et en droit.
Alors, dans le sens commun, données, voici une définition que donne le Larousse. Donc j'ai pris un dictionnaire, parce que de toute façon on va vite écarter ces définitions-là. Un renseignement qui sert de point d'appui à un raisonnement. Alors, vous voyez qu'on est très loin de ce que vous et moi nous allons appeler des données. Hein. Donc cette définition du langage commun, bien évidemment pour nous, elle n'a pas de pertinence immédiate. Je vais prendre peut-être l'étymologie, plus exactement le sens latin. Donc les données, comme vous le savez en anglais, on dit data. En fait, c'est pas de l'anglais, c'est du latin, hein, c'est data, du verbe dare, donner. Et au neutre pluriel, le participe passé. Donc le participe passé, c'est datus, et au neutre pluriel, ça donne data. Et je vous rappelle que le neutre pluriel en latin, ça veut dire les choses indéterminées en paquets. Hein, donc si je dis data, ça ne veut pas dire des données précises, ça veut dire un paquet de données, un ensemble, et on ne rentre pas dans la détermination. Donc je dirais qu'en latin, linguistiquement, c'est les choses qui sont données par ensemble. Là, on se rapproche un peu plus déjà de ce qui nous intéresse. Bon, j'ai cherché deux définitions. Je ne suis pas physicien, je ne suis pas spécialiste je ne suis pas computer scientist. Hein. Donc, je me suis contenté de consulter deux spécialistes qui m'ont donné des définitions qui leur conviennent. Ça n'engage qu'eux, et bien évidemment, je suis quasiment certain qu'il y en a d'autres. Donc, une définition physique que m'a donnée un physicien, l'information, enfin les data, seraient la mesure d'une information. Donc, les data seraient la donnée, c'est une mesure. Bon. Définition informatique, la source de l'information exprimée. Donc exprimée en signes, en schémas, en caractères, en symboles. Donc ce serait l'écriture, la précision, la graphie de l'information. En droit, c'est un sens différent que nous avons. Alors on va faire un tour des dispositifs existants. Alors je vais pas tout prendre, parce que j'avais fait une liste très longue, et comme d'habitude, bien sûr, en 20 minutes je ne tiendrai pas. Je dépasserai largement. Alors commençons par l'Asie, je prends deux exemples. Voici en Corée du Sud la définition de la donnée. Information relative à une personne physique vivante, donc on exclut les personnes décédées, qui peut être identifiée ou identifiable. Donc une information relative à la personne. En Chine, d'après la loi de 2016, une information qui permet d'identifier la personne. On ne sait pas qu'elle est relative à une personne, c'est qu'elle est un facteur d'identification. Comme s'il y avait une fonction, je dirais, politique. Savoir de qui on parle. Qui est-ce? Donc, ce sont déjà deux définitions différentes. Si je prends le cas des États-Unis, alors aux États-Unis, il n'y a pas de droit fédéral sur la protection des données. D'ailleurs, aux États-Unis, il n'y a pas de droit fédéral sur la privacy, la vie privée. Ce n'est pas un concept existant dans la Constitution américaine, dans la jurisprudence de la Cour suprême, c'est un thème. Et donc, un thème, c'est-à-dire que la vie privée, la privacy, est protégée à différents titres. Mais il n'y a pas de concept général qui unifie le tout. Bon, c'est la même chose pour les données. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose dans certains États fédérés, dont la Californie, qui est en pointe sur la protection des données, et qui est peut-être d'ailleurs assez isolée aux États-Unis. Et alors, il y a plusieurs dispositifs en Californie. J'ai pris celui-là. C'est une loi de 2018 sur la protection du consommateur. Donc là, c'est sectoriel. Hein, c'est limité à une application particulière. Qu'est-ce que c'est que la donnée? C'est l'information qui identifie, rapporte ou décrit une personne. Et s'ensuit une liste d'informations considérées comme des données. Vous verrez d'ailleurs qu'on est assez loin de nos conceptions. Alors j'ai pris les éléments les plus curieux pour nous. L'information olfactive, l'odeur de la personne. C'est une donnée. La tendance psychologique. Est-ce qu'il est plutôt d'humeur maussade? Est-ce que c'est un bout en train? Est-ce que c'est un rabat-joie? Il y a différentes catégories qui constituent des données. L'intellect. Est-ce que je le mettrais dans la catégorie des esprits éclairés? On va dire des personnes ordinaires, des personnes un peu limitées, ou peut-être tout simplement du crétin. Ça, c'est une donnée personnelle aussi. La prédisposition naturelle. Là, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Est-ce qu'il est capable de monter l'Everest sans oxygène ou pas? Je ne sais pas. Bien. En droit européen, donc sur notre continent, voici les quelques définitions qui existent. Alors, première définition, celle du RGPD. Une information se rapportant à une personne physique identifiée. Donc la donnée, c'est une information sur une personne. Voilà la définition du RGPD. Étant précisé que l'information n'est pas définie. Donc vous substituez l'indétermination de la notion de donnée par l'indétermination de la notion d'information.
Dans le règlement sur le libre flux des données, c'est un règlement qui prévoit que peuvent circuler librement sans protection les données qui ne sont pas personnelles. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce sont les données autres que les données à caractère personnel. Donc, aucun apport sur le plan de la définition. Alors, la meilleure définition, en tout cas la plus précise, la plus intelligente, c'est celle qu'on trouve dans cette proposition de règlement, qui n'est pas encore adoptée, sur les données en général, qu'on appellera le Data Act, the Data Act, et qui nous dit alors là c'est déjà plus approfondi, la représentation numérique. Donc la représentation numérique d'actes, de faits ou d'informations, ou la compilation de ces actes. Ce qui nous intéresse, c'est la représentation numérique. Donc c'est une photographie ou une expression en la forme numérique, en langage numérique, en numération numérique, en base numérique d'actes, de faits ou d'informations. Alors, voici par exemple, d'après la jurisprudence de la Cour de justice, différents points, différentes informations, différents faits qui sont considérés comme des données. Les données de connexion, vos adresses IP, vos adresses MAC, etc., votre historique de connexion. Des bandes de surveillance de votre domicile, si la bande permet de voir une partie de l'espace public, par exemple la rue. Vos empreintes digitales, ça paraît évident. Le registre du temps de travail effectif. Qui vient travailler à quelle heure? Précisément. Il arrive à 8h22. Il part à 11h58. Voilà. Ça, ce sont des données de registre du temps de travail. Effectif. Le niveau d'imposition. C'est un sujet d'ailleurs, c'est assez intéressant puisque justement, par exemple, en droit français, on considérait que la feuille d'impôt, enfin plus exactement le niveau d'imposition, la déclaration d'impôt ne faisait pas partie de la vie privée. Donc on peut demander la déclaration d'impôt d'un ministre, par exemple. Bon. Eh bien, en droit européen, c'est une donnée personnelle. Et enfin, par exemple, les réponses d'un candidat dans une copie d'examen. Ce qui nous intéresse, puisque nos copies d'examen sont donc sous le régime du RGPD. Bien, à l'inverse, ne sont pas des données personnelles. Alors, des informations collectées dans mon cadre domestique, par exemple, combien de croquettes par jour mange mon chat. Si je ne constitue ce fichier que pour chez moi, ça n'est pas protégé par le RGPD. Et surtout, ça c'est plus intéressant, une analyse juridique des faits. Donc la présentation des faits, les faits peuvent constituer des données, mais pas la pensée juridique que j'élabore à partir de ceux-ci. Et bien évidemment, à mon avis, on peut généraliser. Une analyse mathématique, est-ce que c'est encore une donnée? Si c'est une analyse mathématique de faits, c'est le même raisonnement. A priori, je dirais non. Quant au droit français, alors voici la liste des codes pour ce qui concerne les lois codifiées, qui sont les principales sources du droit français du numérique, le code civil, le code de procédure pénale pour les écoutes téléphoniques, le code des postes et communications pour les connexions, le code monétaire et financier pour la lutte anti-blanchiment ou la monnaie, par exemple la crypto-monnaie, le code de la propriété intellectuelle pour la protection du droit d'auteur, le code de la sécurité intérieure pour les écoutes administratives et la sécurité. Bon. Tous ces codes contiennent des réglementations importantes sur les données, mais il n'y a pas de définition générale de la donnée. Donc on réglemente ce qu'on ne définit pas. Même chose si je prends les lois spéciales, c'est-à-dire des lois isolées qui ne sont pas dans des codes. Donc voici les principales, je ne vais pas vous énoncer la liste oralement, mais voici les principales lois françaises en droit du numérique français. Et là encore, il n'y a pas de définition générale de la donnée. Il y a par contre une définition de la donnée personnelle dans la loi de 78, la loi dite informatique et liberté. Alors elle est de 1978, mais elle est constamment remise à jour, donc elle est en l'état 2023. Il ne faut pas penser que c'est une loi qui concernait, j'allais dire le Minitel, mais il n'existait pas encore en 78. Donc elle est tout à fait actuelle. Une information relative à une personne identifiée ou identifiable. Donc on reprend à peu près la même chose que le RGPD. Et qu'est-ce qui est une donnée? Voici selon la jurisprudence française, les photographies qui sont utilisées pour une reconnaissance faciale, des données de flux ou de piétons. Donc ça, c'était JC Decaux, le publicitaire, qui avait mis un capteur d'adresse IP et d'adresse MAC avec une Wi-Fi gratuite pour tracer le déplacement des piétons sur la place de la Défense, de manière à savoir à quel endroit, je suppose, il serait intéressant d'introduire un dispositif publicitaire. L'objectif étant que vous n'échappiez pas à la publicité. Et n'oubliez pas d'acheter la future machine à laver sur laquelle on vous offre 20%. C'est ça l'idée. La liste des actionnaires d'une société, actionnaires individuels. Si vous voulez savoir exactement individuellement qui a le capital de quoi. Données personnelles.
l'identité de plaignant. Par exemple, en l'occurrence, c'était une plainte contre un chauffeur de taxi qui avait pris un trajet plus long que ce qui était nécessaire. Bien. Alors, si je me concentre maintenant sur les définitions qui ont été proposées, eh bien, on peut les classer en deux catégories. Définition singulière, donc j'ai appelé ut singuli, c'est-à-dire une par une, et ensuite des qualifications par accessoire, c'est qu'on rattache la donnée à quelque chose d'existant. Autrement dit, on ne va pas définir la donnée, on considère que c'est la partie de quelque chose de plus grand. Alors, voyons les définitions singulières, ut singuli. Première définition, première qualification, la qualification personnelle. La donnée, c'est une composante de la personne. Donc, par exemple, l'ombre de ma main, ici, je ne sais pas si vous pouvez la voir selon l'angle dans lequel vous êtes, l'ombre de ma main, c'est ma main. Et ma main, c'est moi. Donc, l'ombre de ma main, c'est moi. Donc, si vous analysez, que vous touchez l'ombre de ma main, d'une manière ou d'une autre, toucher, c'est même sur votre ordinateur en l'analysant, vous faites la même chose sur moi. Vous me touchez moi. Donc la donnée est une extension de la personne. Ça, c'est la première conception. Ce qui veut dire, par exemple, si vous avez vu le film, sans doute, d'Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour, comme on le traduit en français, donc vous avez Cary Grant qui regarde avec son téléobjectif depuis son fauteuil ce qui se passe dans l'appartement des voisins de l'immeuble. En fait, il rentre chez les voisins, selon la qualification personnelle. C'est une intrusion. Deuxième qualification tout à fait opposée, la donnée est un bien. Qualification réelle, c'est une chose. Donc j'ai un téléphone, et j'ai mes données. Ou j'ai des données. Les données sont des biens. Conséquence, certains biens sont aliénables, on peut les vendre, d'autres, on ne peut pas les vendre, ils sont inaliénables. Ce qui est aliénable peut constituer la base d'un marché des données. Et d'ailleurs, il y a eu des propositions, notamment un auteur américain qui a proposé de créer un marché de la donnée centralisé, institutionnalisé, comme vous auriez la bourse, vous auriez la bourse données. Donc, vous auriez la bourse de New York pour les actions et les titres financiers, et vous auriez le marché des données. Vous saisissez évidemment l'implication, c'est le développement par le biais des données, avec une spéculation qui s'instituerait dessus. Troisième qualification que j'ai appelée grammatique. Grammatique de gramma, en grec, l'écriture. Donc la donnée, c'est une écriture, c'est un texte. Conséquence, ça relève de la liberté d'expression. Donc si j'écris « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage », que je répète le poème de Joachim du Bellay, si j'écris V2TQ X30D et que c'est une donnée, c'est la même chose, juridiquement. C'est certainement moins esthétique, en tout cas dit comme cela, mais c'est la même chose. Ça relève du texte, de la liberté d'expression. Quatrième qualification, la qualification monétaire. Ça, c'est la plus audacieuse. La donnée, c'est pour payer. Pourquoi Google, c'est gratuit? Parce qu'il prend vos données. Donc, c'est en échange de votre consentement obtenu dans un état de fascination lumineuse. On est devant l'écran, on ne sait pas ce qu'on fait, c'est joli, on clique, tout est gratuit, c'est super. On ne comprend pas qu'en fait, on paye. On paye parce qu'on donne ses données. Google sait tout, en tout cas, il ne sait pas tout, mais il sait plus de choses sur vous que vous n'en savez vous-même. En tout cas, il sait certaines choses sur vous que vous ne savez pas vous-même. Vous avez donc payé. Donc la donnée, c'est en fait une monnaie. C'est une monnaie. Voilà l'idée. Monnaie privée, pour l'instant. Pourquoi pas l'institutionnaliser dans un marché? Il y aurait le marché monétaire, enfin le marché financier, et dans le marché monétaire, il y aurait le marché des données. Enfin, de la devise donnée. Dernière qualification, la donnée, c'est une arme. Par exemple, il ne me viendrait jamais à l'idée de rentrer dans un ring face à un champion du monde de boxe, mais si en revanche je sais exactement à l'avance tous les mouvements qu'il va faire au centimètre près, ça change la donne. Donc la donnée, c'est une arme, un avantage stratégique. Bien, les qualifications par accessoire, elles, ramènent la donnée à quelque chose d'existant. Donc si la donnée est contenue dans un contrat, c'est un morceau du contrat, donc c'est un régime contractuel. Si la donnée est dans l'état des personnes, le nom, le domicile, le sexe, etc., c'est l'état de la personne. Si la donnée est utilisée pour faire du mal à autrui, c'est la même chose qu'une voiture si j'ai un accident, donc c'est un fait générateur de responsabilité. Si la donnée, c'est une liste qui est dans un document administratif, c'est le régime du document administratif. Voilà. Il s'agit de rattacher à l'existant. Voilà en gros l'état actuel de l'art. Alors je vais vous proposer une réflexion pour arriver à une définition. Première chose, de quoi parlons-nous? Donc là, c'est ma propre théorie, c'est le résultat de mon travail. Donc évidemment, tout cela est
n'a rien d'officiel et on est en l'état d'une réflexion. Donc la donnée, première chose, c'est un phénomène linguistique, c'est-à-dire c'est une écriture. Ce n'est pas une chose physique, matérielle, tangible, c'est une écriture. 2, c'est une écriture qui résulte d'une observation. Quelque chose a été observé et un résultat a été consigné. Donc, première chose, c'est un phénomène linguistique. 2, c'est un phénomène linguistique très particulier. Pourquoi? Alors, je vais reprendre 3 adjectifs, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais aller vite, de la philosophie du langage de Austin, John Austin, celui qui a écrit le How to do things with words, comment faire des choses avec, quand dire c'est faire, qui a développé les propriétés du langage. Je dirais que la donnée, elle n'est pas locutoire au sens, il n'y a pas de conversation. Il n'y a pas de sens voulu. Vous mettez le sens que vous voulez, ou que vous percevez, mais elle n'est pas dedans. 2, elle n'est pas illocutoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté d'obtenir un effet sur autrui. Si je dis à quelqu'un « Excusez-moi, excusez-moi », je l'appelle, je cherche à obtenir un effet. La donnée ne s'adresse à personne. Elle est encore moins performative, c'est-à-dire qu'elle ne change pas l'état social. Qu'est-ce que c'est que le performatif? Le performatif, par exemple, c'est le jour où je me marie, l'officier d'état civil me demande « Acceptez-vous de prendre pour épouse madame ou mademoiselle ?» etc. Si je dis oui, c'est un oui qui n'est pas un oui ordinaire. Il va changer ma condition juridique. Je serai désormais marié. C'est ça le performatif. La donnée, elle n'est pas performative du tout. Elle ne fait rien sur le plan juridique. Elle ne change rien en elle-même. Et enfin, le plus important, elle n'est traversée d'aucune intention. Et pourquoi dis-je cela? Eh bien, parce que l'une des caractéristiques du langage, et je me réfère à Wittgenstein, que je trouve très éclairant là-dessus, c'est que dans tout langage, dans toute phrase, dans tout texte réel, il y a une pensée, une intention. Là, il n'y en a pas. Pas au sens humain du terme. Après, on peut réfléchir sur la question de savoir si une machine peut penser, mais je serais tenté de reprendre l'analyse de Turing. Une machine peut penser, mais ça dépend de ce que vous appelez la pensée. C'est certainement pas la pensée humaine. Voilà. Donc si c'est l'idée, est-ce qu'une machine peut penser comme un homme? La réponse est non. Bien, donc c'est un phénomène linguistique, mais particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'interlocuteur. Donc je propose d'appeler cela le mode informatif. C'est une forme minimale du langage, une forme machine du langage. Deuxième point, la donnée est un fait. C'est-à-dire, ce n'est pas un élément de droit, c'est un fait. Ce n'est pas un contrat, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas une adoption, ce n'est pas une succession, ce n'est pas une société. C'est un fait. Ni plus ni moins. C'est une expression linguistique qui résulte d'une observation. Autrement dit, c'est le résultat de l'observation. Donc la donnée peut exprimer la vérité, mais aussi une erreur. Alors il y a un débat dans la littérature académique, que ce soit en philosophie, que ce soit en droit, que ce soit en économie et en informatique. Est-ce que la donnée inexacte est une donnée? Moi je pense que oui, parce que c'est le résultat de l'observation. Et le résultat peut être erroné parce que je me suis trompé, ou il peut être approximatif. Mais c'est toujours une donnée, parce que c'est toujours l'écriture du résultat d'observation. Par contre, la donnée mensongère, c'est pas une donnée. Parce que le mensonge, c'est l'intention. Et comme on l'a vu, il n'y a pas d'intention dans la donnée. Donc s'il y a une intention, c'est plus que la donnée. L'intention, c'est la personne qui a fabriqué l'inexactitude dans un but vicieux, pervers ou de manipulation. Bon, ça on va passer. La donnée peut être, selon ces différents types, personnelle si elle porte sur une personne, réelle si elle porte sur une chose, et moi je l'ai appelée machine, on peut l'appeler système, on peut peut-être trouver un autre adjectif ou un autre nom, si elle découle des interactions. Donc dans la littérature anglo-saxonne, on appelle ça machine-to-machine data, M2M. Bien. La donnée n'est pas, donc là nous avons vu positivement ce que je propose de considérer comme étant ses caractéristiques, voyons négativement ce qu'elle n'est pas. Donc elle n'est pas l'objet observé. Ce que je regarde, c'est pas la donnée. La donnée, c'est ce que je vais tirer de ce que je regarde. 2, ce n'est pas l'écriture. Ça n'est pas simplement l'encre et le dessin. Il y a un résultat, une inférence, un lien entre l'écriture et l'objet observé. Donc si j'écris un texte qui n'a aucun rapport avec la réalité, c'est pas une donnée. Un extrait de Lautréamont ou de Mallarmé, c'est pas de la donnée. Ça n'est pas la signification. La signification, elle est dans votre esprit. Donc on peut reprendre un passage, c'est dans la République de Platon. Platon dessine un cercle avec le doigt dans le sable.
et dit à son disciple, que vois-tu? Son disciple dit, je vois un cercle. Non, tu ne vois pas un cercle, tu penses un cercle. Donc physiquement, c'est pas un cercle. C'est l'idée du cercle qui apparaît dans ton esprit. Donc la signification est dans l'esprit. Autrement dit, la donnée peut avoir différentes significations selon les personnes, le temps, l'époque, le contexte. Et ça n'est pas un bien. Il n'y aura pas de marché des données. Enfin, il ne devrait pas y en avoir. Et ça n'est pas non plus une monnaie. On peut l'échanger, on peut en discuter, mais ça ne remplit pas toutes les caractéristiques de la monnaie. Alors voici par exemple un extrait, enfin une capture d'une partie d'un tableau de Seurat. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, on voit tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une observation. Vous avez une écriture qui est pointillée, c'est pour ça que j'ai choisi exprès ce tableau. Vous avez une signification, qui est un visage. Mais le visage, il n'est pas dans le tableau, il est dans votre esprit. C'est l'agencement des points qui fait naître le visage. Eh bien, la donnée, c'est cela. Application de ce que nous venons de voir. Donc je vous propose une définition qui serait la suivante. La donnée, ce serait l'énoncé numérique d'un résultat d'observation. Donc si c'est une donnée réelle, c'est l'énoncé numérique d'un résultat d'observation d'une chose. Si c'est une donnée personnelle, d'un résultat d'observation d'autrui, observation de la personne. Et je vais ajouter de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne, dans un contexte présent ou futur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de protéger la personne contre un mauvais usage. Et troisième point, la donnée machine, c'est quoi? C'est la donnée c'est l'énoncé du résultat d'interaction entre des systèmes. Voilà la définition que je propose. Et je vais vous montrer pour terminer l'enjeu de cette définition, enfin ses premières applications. Tout d'abord, la donnée, ça c'est je pense, le plus intéressant. C'est en quelque sorte, puisqu'on va donc protéger les données personnelles dans la mesure où elles peuvent nuire à autrui, c'est un fait anticipatoire de responsabilité. Et ça, c'est un paradigme entièrement nouveau, enfin pas entièrement nouveau, mais qui prend une ampleur entièrement nouvelle dans la responsabilité. En quoi c'est un fait anticipatoire de responsabilité? En droit, je suis responsable de ce que j'ai fait. J'ai fait au participe au passé simple ou au passé composé. J'ai fait cela, j'ai causé un dommage, j'en réponds. Et je ne suis pas responsable de ce que je n'ai pas encore fait. Nous ne sommes pas dans Minority Report. Bon. Sauf que dans la protection des données, on est dans Minority Report. C'est-à-dire qu'on envisage la donnée comme quelque chose de potentiellement nocif pour les personnes, potentiellement dangereux, et donc on les réglemente à l'avance, et on les protège à l'avance avant le dommage. Donc c'est un fait anticipatoire de responsabilité. Normalement, dans la responsabilité, il y a d'abord le fait générateur. J'ai agi d'une certaine manière, cette action a provoqué quelque chose, c'est le lien de causalité, et il en découle un dommage pour autrui. Autrement dit, on suit une causalité ordinaire. On va du passé vers le futur. J'ai fait ceci hier, ça a provoqué ça aujourd'hui, demain il va être malade. Du passé vers le futur. Avec les données, c'est assez rigolo, dans une causalité inversée. C'est-à-dire qu'on va du futur vers le passé. Pourquoi? Il faut à tout prix éviter un mauvais usage des données. Donc tout ce qui peut conduire à l'usage de ces données doit être réglementé. Et pour les réglementer, je vais donner aux personnes des droits que je vais déjà créer à l'avance. Donc on part d'un futur hypothétique et on en déduit la situation qui doit précéder ce futur. C'est la causalité inversée. Du futur vers le présent ou du futur vers le passé. Alors c'est relativement récent parce que c'est pas comme ça qu'on a protégé la vie privée des personnes. D'où vient la protection des données? C'est une forme moderne de protection de la vie privée. D'où vient la protection de la vie privée? Au départ, de l'action en diffamation, donc de l'action pour offense, qui se réglait avant par le duel rituel, si on remonte un peu plus ancien, en tout cas dans des classes aristocratiques. Et ça vient, le plus ancien qu'on puisse retrouver, du droit romain, où, en gros, on protégeait le citoyen romain contre l'intrusion dans son domicile. Rentrer chez lui sans son autorisation. C'était une offense. Voilà d'où cela vient. Donc il y a toujours eu un dommage. Il y avait un dommage et en découlait un régime de responsabilité. Là, désormais, c'est l'inverse. Le dommage, on ne le connaît pas, on sait qu'il peut être très grand, donc on l'anticipe et on réglemente à l'avance. Deuxième point, la donnée, donc un fait anticipatoire de sinistre, susceptible d'assurance.
puisque je sais à l'avance je suppose à l'avance qu'il peut se produire un dommage. Donc on peut coupler la responsabilité avec une assurance. Et d'ailleurs, c'est un des grands sujets sur le marché des assurances, c'est le développement d'un marché de l'assurance de données et de la cybersécurité. Bien, et je terminerai là-dessus en posant une question que je soumettrai à votre sagacité. L'Union européenne agit considérablement dans le domaine du numérique, elle est en pointe, ça c'est sûr, dans le domaine juridique, je veux dire. En revanche, elle a un retard technologique, c'est-à-dire qu'on dépend en grande partie de la technologie américaine. C'est là-bas que se sont développés les grands outils. On ne va pas revenir pour pas se faire mal sur les points d'origine. Je vous rappelle qu'Internet ça aurait pu être développé en France. Le projet Cyclade, et qu'à l'époque, les deux dossiers sont arrivés sur le bureau du président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, le projet Cyclade, futur Internet, et le Minitel. Et on a choisi le Minitel, suite à une intense campagne de lobbying de certains opérateurs, dont certains existent toujours, donc je ne vais pas les mentionner. Et on a eu cette brillante idée. Bon, donc bref, on n'a pas fini de payer ce retard. Toujours est-il qu'on n'a pas la puissance technologique américaine, et ça se vérifie même dans la recherche. Dans l'informatique quantique, par exemple, on annonce quelques milliards sur 5 ans, les Américains en mettent 5 tous les ans depuis 15 ans. Je ne connais pas l'état de la recherche en Chine, mais je sais qu'ils travaillent beaucoup là-dessus, pour des raisons d'ailleurs militaires aussi. Être en avance et être le premier à disposer de l'ordinateur quantique, s'il devait exister un jour, parce que je ne suis pas physicien et ils ne sont pas tous d'accord pour dire que ça puisse exister. Donc en revanche, si on n'a pas la puissance technologique, on a une puissance juridique, c'est-à-dire qu'on réglemente. Et comment on réglemente ? On réglemente à l'avance. Voilà ce qu'on fait. Donc je pose la question suivante. Est-ce qu'à force de réglementer à l'avance, sans avoir de définition et en supposant quelque chose qui n'est pas encore arrivé, est-ce qu'il n'y a pas un risque, en ne faisant que cela, de stériliser la recherche et le développement, à force de créer des droits dans tous les sens, le droit à ceci, le droit à cela, le droit à ceci, etc., le droit à la rectification, le droit à l'effacement, le droit à la portabilité, le droit à ceci. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais je dis de tout miser exclusivement sur cette approche-là. Est-ce que ça ne stérilise pas ? Est-ce que ça ne... Je vais être un peu méchant, je vais dire bureaucratiser, mais ce n'est pas vraiment de la bureaucratie. Est-ce que ça n'atomise pas et ne développe pas une sorte de surprotection qui est nuisible à la flexibilité qui découlerait d'un système opposé ou, en ce qui me concerne, plutôt d'un système mixte qui serait le suivant. On revient à un système général de responsabilité. C'est-à-dire, au lieu de tout réglementer à l'avance, on sanctionne ce qui est dommageable. Et on le sanctionne de façon suffisamment efficace pour que, 1, la réparation soit efficace, et 2, ça soit dissuasif, que personne n'ait envie de refaire la même chose. Ou peut-être une approche mixte, une réglementation et une responsabilité. Mais pas que une réglementation. Et si je vous dis cela, c'est parce que, par exemple, en lisant le règlement MiCA, le projet de règlement MiCA sur la blockchain, si on connaît un peu la philosophie de la blockchain et qu'on lit le projet de règlement de la Commission européenne sur la blockchain, on n'a pas l'impression qu'ils aient vraiment compris de quoi il s'agit. La blockchain, ils n'ont pas compris l'esprit, ils n'ont pas la philosophie des cypherpunks, ils n'ont pas compris tout ce qu'il y a dessous. Donc est-ce qu'il n'y a pas une course à la réglementation, chiche que je réglemente, et j'ajoute ceci, et j'ajoute cela, au lieu d'abord de comprendre et peut-être de passer à un régime mieux articulé entre réglementation et responsabilité. Voilà. Suggestion que je laisse à votre sagacité. Merci.